ce soir, on parle d'une antenne UHF et d'une antenne UHF qui va avoir un lien avec la réception de télévision, la TNT, différentes choses. Voilà, donc l'objet principal, c'était de fabriquer une antenne pour recevoir la télévision. Tout simplement parce que Opro, ils ont acheté une télévision à plat, qu'ils ont mis le long du mur, ils ont l'internet, mais ils n'ont pas de prise télé. Et donc je me suis dit, bon, on va essayer de leur faire une antenne de télévision. Et donc j'ai regardé un petit peu où étaient les émetteurs de télévision autour de Rennes. Bon, il y en a à Éperon, au centre, qui n'est pas le mieux pour nous, pour notre site où on se situe. Et puis il y a Saint-Pern à 30 km qui, lui, évidemment, a une très forte puissance. Sur la TNT, ça marche depuis que c'est numérique. Ça marche par multiplex avec des chaînes. Donc ils appellent R1, R2, R3, R4, R6, R7, c'est les multiplex. Et est associé à chaque fois un certain nombre de chaînes. Donc vous reconnaissez tous les symboles, pas de souci. La modulation utilisée, c'est une norme DVB-T. Bon, c'est numérique, c'est de l'OFDM, voire du COFDM. Bon, je ne ferai pas le détail et je ne vous montrerai pas d'équation mathématique sur ça. Ça prend 8 MHz de bande passante. Bon, ça ne nous dit pas les fréquences, il suffit de chercher un petit peu. Chaque multiplex est associé à un canal, le 21, qui est associé à une fréquence. Donc là, on liste toutes les fréquences de ce qui existe sur N, entre le R1 et le R7. Il n'y a pas de R5. Et on a en face les fréquences. Alors ça a commencé un peu à m'interroger. Je ne m'étais jamais trop penché sur le problème. C'est-à-dire entre R7 et R1, en termes de fréquence, ça fait 200 mégas de largeur. Donc 200 mégas de bande passante, c'est assez grand en fait. Donc 200 mégas de bande passante, je vous ai remis les multiplex dans l'ordre des fréquences, 474, etc. Histoire de voir si on n'avait pas des fréquences qui étaient assez proches. Bon, les trois premières, ça peut éventuellement le faire. Puis après, ça commence à s'éloigner sérieusement. Bon, je me suis dit, tiens, allez, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe si on fait une simple antenne Yagi avec des boucles sur 400 mégas. Donc quelque chose qui fait ça dans un simulateur, 5 boucles, type Yagi. Et je suis allé chercher le rapport d'onde stationnaire rapidement pour voir qu'une antenne de ce type-là, ça a seulement 20 mégas de bande passante. Donc on est 10 fois plus petit que ce qu'il faudrait. Donc voilà, ça nécessite plusieurs antennes. C'est pour ça qu'on voit sur les toits des maisons sur Rennes, souvent, plusieurs antennes Yagi qui sont empilées les unes sur les autres. C'est pour capter en fait tous les canaux. Alors j'avais pas trop compris ça précédemment. Moi, je suis toujours resté avec mon antenne de réception analogique. Et donc en fait, il y a des canaux du multiplex que mon antenne ne doit pas très bien recevoir. Et ça explique pourquoi, à certains moments, sans doute, en fonction de la propagation UHF, j'ai des chaînes qui ne décodent pas et qui ne marchent pas. Et je me suis un peu posé la question, mais en fait, ça doit être la raison. Mon antenne qui reste n'est pas du tout adaptée à la réception de la TNT. Conclusion, il faut une antenne avec au moins 200 mégas de bande passante, qui a déjà été cogité depuis longtemps. C'est un universitaire de l'Illinois qui, en 1957, s'est intéressé à ce genre de choses. Est sorti ce qu'ils appellent les antennes LPDA, pour les logs périodiques dipôle antenna. Je vous ai sorti le schéma qui est assez infect, mais qui est issu de l'article d'origine. On peut voir que pour fabriquer cette antenne-là, ça concerne, il faut une ligne, des dipôles, et puis un petit élément à la fin qui est un stub. C'est un petit peu plus compliqué que des simples antennes Yagi. Ça a évidemment intéressé les radioamateurs dans les années 70-80. Il y a des articles dans l'ARRL qui existent sur le sujet de ces antennes LPDA. Et il y a eu aussi CEBI qui s'est intéressé à ça dans les années 2000, qui a un article intéressant sur l'optimisation d'une antenne LPDA. Donc c'est connu, on en achète même commercialement. Voilà, je vous ai donné quelques exemples, ça ressemble à ça. Il y a un prix. Ça existe même en HF, 13 éléments. Bon, je vous laisse, vous voyez peut-être pas, mais ça fait 4000 $ quand même. C'est du lourd, mais c'est aussi monstrueux, c'est de la HF. Alors, comment c'est construit? Voilà un schéma un petit peu plus précis.
où on a les éléments dipolaires, c'est des éléments dipôles qu'on met les uns à côté des autres, et ils sont espacés d'une certaine distance entre chaque. On a le générateur qui est là, une ligne, vous voyez, c'est en zigzag, et puis ça revient dans l'autre sens, jusqu'au générateur. Donc on l'attaque en fait par l'élément le plus petit, ça s'en va au fond, ça bute sur un court-circuit, et ça revient dans l'autre sens. Alors il y a des relations mathématiques, je vous cite que ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est-à-dire qu'il y a une relation entre le dipôle à un endroit et le dipôle qui est juste à côté. Il y a un coefficient multiplicateur qui est tau, une lettre grecque, et cette même constante tau a un lien entre les espaces entre les éléments. Alors tau est compris entre 0 et 1, et on a un autre élément qu'on appelle sigma, qui est une relation d'espace relatif qui lie les paramètres de cette antenne. Alors je n'irai pas plus loin sur la description des équations, ça permet déjà de dire que c'est un peu compliqué quand même à construire si on barre des équations de base. Heureusement, ça a déjà été étudié un peu en long en large, et ils ont fait des sortes d'abac où on a les deux paramètres les plus importants, le sigma et le tau, avec des courbes qui apparaissent, ligne droite ici. Alors celle-là, elle est connue. J'ai été vous chercher quelque chose qui est plus intéressant, c'est la même avec des couleurs, parce que c'est plus parlant. Donc en fonction de ce qu'on choisit dans cet abac de réalisation, on peut aller vers des antennes avec du gain, un rapport avant-arrière très fort, mais alors, évidemment ça fait des tailles un peu importantes. Alors généralement on est dans cette zone-là. Et on a du gain, 10 dB, mais il y a de la longueur, il y a des choses qui se passent. Si on veut du gain et des rapports avant faibles, on peut avoir des tailles compactes, et dans ce cas-là, on est plutôt dans cette zone-là. On peut faire beaucoup de choses, on choisit un peu ce qu'on veut faire. Donc moi, je suis parti plutôt sur cette partie-là, puisque le signal de Saint-Pern était quand même assez costaud, il n'y avait pas besoin de beaucoup de gains. La géométrie est complexe, je vous ai mis que quelques points, quand on regarde les équations, c'est compliqué. Mais on est à l'heure d'Internet, et il y en a qui sont sympas, puisqu'ils nous ont mis des calculateurs en ligne, à cette adresse-là. J'ai trouvé celle-là, mais il y en a sûrement d'autres. Ils sont assez sympas, c'est un Belge et un Américain qui ont mis ça, et ils ont sur leur site une description de la géométrie, qui ressemble à ce que je vous ai mis tout à l'heure. Ils expliquent un petit peu aussi la démarche, et puis après c'est très simple. En input, en entrée, on met quoi? La fréquence de début, la fréquence de fin, le diamètre des dipôles, des éléments du dipôle, et puis il y a les deux fameux paramètres, le sigma et le tau qui sont là avec des petits curseurs. On peut s'amuser à jouer avec ça. Et quand on a fini de jouer, on a un résultat qui sort. Voilà. Donc avec les paramètres que j'ai rentrés, j'ai fait plusieurs essais, puis je me suis arrêté sur celui-là. Il est sorti une antenne avec 7 éléments, de 33 cm pour l'élément le plus long. Ça va fixer la fréquence la plus basse. Et le 7e élément est le plus petit, ça va fixer la fréquence la plus haute. Ça fait, ce modo, si on fait la somme de tous ces dipôles, 1,42 mètres de tige à découper. Et puis, le restant du résultat, c'est les positions des différents dipôles. Et ça nous fait une longueur d'antenne qui est de 40 cm. Vous voyez, c'est assez modeste. C'est-à-dire qu'on a une surface de 40 cm par l'élément plus grand de 33 cm. Et au bout, on doit mettre un petit court-circuit, un stub de 8 cm. Donc tout ça, c'est relativement facile à faire. C'est facile, mais je me suis méfié quand même. Je me suis dit, tiens, je vais rentrer ces éléments-là dans un simulateur d'antenne. Voilà la géométrie, diagramme directif, c'est normal. Et puis, rapport non stationnaire, bon, c'est autour de 100 ohms. Je me suis dit, c'est quelque chose qui doit sans doute fonctionner. Et c'est une antenne de réception, si j'ai 100 ohms à la place de 50, 75, c'est pas bien grave. Il ne restait plus qu'à se mettre au travail. Ça, c'est une photo du site où ils montrent une réalisation d'antenne. Et vous voyez, ils sont partis de 2 tubes carrés et de tiges qu'il faut tout simplement positionner au bon endroit en fonction de la longueur. Donc voilà, j'avais ma petite liste. Je suis allé chez un bricoleur, un bricolage. Un profilé carré, 16 par 16, 2 tiges d'alu, budget 16 €. Je n'ai pas compté les écrous, je n'ai pas compté les petits trucs qui vont avec, mais voilà, c'est un budget inférieur à 20 €. Évidemment, il faut travailler un petit peu, il faut scier, il faut faire des trous et il faut utiliser le filet.
Résultat obtenu, premier prototype en juillet, une vue de dessus, on retrouve les 40 cm et les 8 cm au bout. Je vais vous montrer d'autres photos en détail. Les 33 cm du dipôle le plus long et les à peu près 11 cm du plus petit. Ça, c'était le prototype numéro 1 qui fonctionne, qui a donné des résultats en réception intéressantes, mais qui est une fabrication maison au mois de juillet, là, j'avais un petit temps pour faire ça. Je suis allé voir en septembre Mécanique pour leur montrer ma construction et je leur ai donné les plans et ils m'ont fait quelque chose évidemment d'un petit peu plus sérieux et propre mécaniquement. Donc en voilà un premier exemple et après on va voir des photos un petit peu plus précises où on retrouve l'antenne vue de côté, on retrouve les deux éléments métalliques qui jouent le rôle de la ligne ici. Les éléments qui sont un coup à gauche, un coup à droite, et un dessous, un dessus, ça amène un déphasage de 180 degrés. Et puis tout au bout, on a le court-circuit qui est ici. Une autre vue, on voit mieux le court-circuit, c'est juste une petite tige métallique en extrémité. Il ne faut pas que les barres se touchent, parce que sinon ça court-circuite la ligne. C'est pour ça qu'il y a des écarteurs qui sont en isolant. Vue de devant, le coax traverse tout le tube carré. Il y a un côté qui va, l'âme du coax qui va sur le carré en bas et la tresse sur le haut. C'est le simple contact à effectuer, il n'y a pas autre chose à faire. Un petit analyseur de spectre pour voir le résultat, les 8 mégas de bande évidemment, il y avait 15 dB de SNR sur cette mesure. Alors au vu de la mesure, ça fait du S9 plus 20 dB, donc ça fait un signal qui est plus costaud. Si on peut dire qu'on applique cette référence-là sur un signal de 8 mégas de bande, je ne sais pas si on peut, parce que nous, on est plutôt sur des bandes passantes très étroites. Tout le spectre des 8 multiplex, de 1 jusqu'à 7, avec à chaque l'émission que je reçois de Saint-Périn, où là, on a tout le spectre de 400 mégas à 70 mégas. Avec des niveaux qui sont à peu près constants et on voit très bien chaque multiplex. Donc là, on n'en met pas un de côté de ce point de vue. Alors, la photo ne rend pas excellent de façon correcte sur l'écran, mais ça, c'est le rapport d'onde stationnaire en fonction de la fréquence. Et à partir de 400 mégas, on est sous la barre horizontale du 2 de ROS. Donc vous voyez, c'est vraiment très large bande. Et je me suis arrêté ici à 700 mégas. J'aurais pu aller encore un peu plus loin. Donc au final, cette antenne, elle est exploitable, y compris dans la bande en émission sur notre bande amateur 430-440. Et puis pour tous ceux qui veulent écouter quelque chose, entre grosso modo 350 mégas, quel point qui est ici, jusqu'à plus haut. C'est directif, donc évidemment, il faut la tour. Ça, c'est la bague de Smith où on voit l'impédance, mais ça ne donne pas très bien sur l'écran. On arrive à la fin, voilà, prototype télévision, ça marche, version V et U, il suffit de lancer ça dans le calculateur. Attention, si vous mettez des fréquences plus basses, les dipôles ils vont vite croître et si vous demandez un peu de gain, ça va prendre de la place. Et puis votre récepteur, il va prendre tous les signaux sur cette antenne qui reçoit tout. Donc il va prendre beaucoup de choses, donc il faut que le récepteur soit de très bonne qualité. Sinon, ça va lui faire plus de mal que de bien. Ça termine la présentation. Je vais vous sortir les antennes, l'antenne que j'ai amenée est professionnelle. Vous allez pouvoir l'observer sous tous les sens, la regarder. Et il y a Yannick aussi qui a amené des antennes qui correspondent à vraiment des antennes de télévision qu'il a installées à son époque.